Moi j'avais une question par rapport à du coup, la comparative un peu. Parce que vous disiez tout à l'heure que comme il y a eu, si j'ai bien noté, entre 81 et 96, le moment du le premier traitement, où en fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu beaucoup de décisions politiques, ce que vous a laissé vous la place de choisir un peu, si c'est ça. Mais du coup, j'arrive toujours pas à comprendre, je crois, genre, si on ne pouvait pas vendre des seringues, à un moment donné, le pouvoir politique a dû dire oui, maintenant, vous allez pouvoir vendre des seringues. Et comment dire, j'arrive pas à comprendre comment on peut. Enfin, ou alors il n'y avait pas de loi du tout, et du coup vous avez pu agir dans ce vide de loi. Alors, parce que sinon on est forcément confus. J'ai fait un peu vite parce que je parle toujours très vite, donc j'ai fait un peu des trucs, des raccourcis. 81, premier article, 83, découverte du virus, 85, les tests, 87, un premier traitement qui ne fonctionnait pas, qu'on appelle l'AZT, rétrovir, et c'est à 87 qu'est arrivé, sont arrivées les premières lois. Donc il s'est passé 6 ans. Après, pour arriver au traitement, il se passe encore 10 ans. Mais je dis, Michel Barzac est arrivé au ministère de la Santé et a fait beaucoup de choses à ce moment-là, sur la prévention, sur l'accès aux soins, etc. Après, il a fallu attendre un peu plus de quelques années. Après, il y a eu les lois Eva, mais avant et après, il y a eu aussi en 93 Simone Veil qui a fait beaucoup de choses sur l'usage de drogue, la méthadone, etc. Donc, il ne faut pas non plus donner l'impression que l'État n'a plus jamais rien fait. Les premières années, c'est énorme, il y a 5-6 ans sans rien, sans vraiment rien, c'est vraiment très très long. Donc, sans campagne de communication, alors que les gens mouraient, sans changement de la loi sur le préservatif, sur les seringues, etc., alors qu'on disait, mais les gens meurent, ils sont en train de mourir, il faut faire quelque chose. C'était très long. Parce que là, nous, on est dans ce que vous disiez sur l'immédiateté. Maintenant, la réalité, c'est que si on n'a pas réagi là, je viens de dire un mot. Si on n'a pas réagi sur Twitter dans 3 minutes, c'est qu'on est vraiment un abruti, quoi. Donc là, il s'est passé 5 ans qu'il y a un ministre qui a dit « Ah, le sida, c'est quoi ?» Donc on voit bien qu'on n'a pas vécu les mêmes histoires. Donc vous avez agi tout seul pendant 5 ou 6 ans. Et du coup, le moment où le pouvoir politique a commencé à s'emparer, ou en tout cas vouloir faire quelque chose, ils se sont directement inspirés de ce que vous aviez déjà fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi, ils sont arrivés tard et ils ont déjà. Et oui, parce qu'ils se sont dit, tiens, comme ça a l'air de marcher, on va essayer d'absorber ce qui existe. C'est là où tu sors ton livre. C'est là où je sors mon livre. Oui, c'est là où tu sors ton livre. Donc ça fait un peu la grande librairie là. Donc du coup, ils se sont dit, il existe quelque chose, donc on va utiliser ce qui existe et après on va essayer on va diviser pour mieux régner, c'est-à-dire que grosso modo, tiens, Ed avait inventé la permanence téléphonique où on répondait 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, etc. Bon, si on donne un peu d'argent à condition que vous créez une association autre, donc ils ont simplement pas inventé quelque chose, ils ont fait du séparatisme, de la balkanisation pour mieux diviser et mettre beaucoup d'argent dans une structure pour contrer une structure qui était un petit peu plus hégémonique, qui était Aide, et on a créé quelque chose d'autre. Puis après, avec des amis politiques, on fait d'autres structures, etc. Mais au moins, il y a de l'émulation. À la limite, c'est bien de souffrir de trop, plutôt que de pas assez, quoi. Moi, j'ai envie de dire, pour rebondir par rapport à la situation d'aujourd'hui, ce qui est compliqué, ce qu'on est en train de voir là, c'est qu'on a l'impression qu'il faut attendre d'être malade et en plus être dans une communauté qui sait se mobiliser ou qui sait s'entraider pour qu'il se passe quelque chose. Donc, est-ce qu'on pose ça comme ça aujourd'hui? Deuxièmement, le coronavirus, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique pour le système de santé? Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est certes une maladie qui a d'abord touché les personnes âgées et tout ça, mais c'est aussi une maladie des inégalités sociales. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez très bien que c'est très fortement associé aux comorbidités. Ces comorbidités, c'est quoi? C'est le diabète, c'est l'hypertension, et c'est surtout des maladies qui touchent les populations les plus défavorisées. Donc première chose, ça c'est super important de prendre ça en considération. Deuxièmement, aujourd'hui, ça signifie quoi? Ça signifie que le Covid est tellement en train d'envahir, comme on a été incapable de mettre en place des politiques de dépistage, de traçage, de prévention. C'est l'hôpital public qui est en train d'exploser, il est envahi de Covid. Résultat des courses, les soignants sont en train de trier les patients.
non pas uniquement des patients Covid, mais ce que j'ai envie de signaler, c'est que c'est une bombe à retardement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de retard dans le dépistage des cancers, dans les maladies cardiovasculaires et tout ce qui s'ensuit, et donc une prise en charge aussi des pathologies graves. Et donc, vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il y a une rupture fondamentale de la notion même du service public de santé, qui est qu'il n'y a plus de continuité d'accès aux soins, et qu'on est dans une situation de rupture. Donc ça, si ce n'est pas une vraie question pour se mobiliser, comment on fait pour se mobiliser, pour s'organiser, c'est à nous, pas nous, à y réfléchir, mais on a une situation quand même qui est dramatique. C'est pas uniquement le Covid en tant que tel, c'est ce que ça signifie en termes de... Effectivement, dans les pays du Sud, il y a une chute, enfin, tu disais tout à l'heure, y compris en France, hein, beaucoup moins de dépistage VIH, beaucoup moins de dépistage de maladies graves, mais c'est partout dans le monde. Donc, si vous voyez en France, dans un système plus ou moins développé encore, imaginez ce que ça donne en Afrique, dans des pays où le système de santé est encore plus fragile. Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose, sinon on va... Voilà. Et je rejoins ce que tu disais sur l'obsolescence programmée du système hospitalier. Je veux dire, donc, la T2A, c'est quelque chose qui remonte pas hier, et celui qui a été le grand ordonnateur de la T2A, c'est Jean Castex. Donc, à l'époque, il était en proximité de Roselyne Bachelot, et qui était ministre de la Santé. Et c'est cette façon de dire il faut que les services soient pleins tout le temps. Donc soit ils sont trop grands et s'il faut que ce soit plein, il faut les réduire, et il faut être au maximum de possibilités pour avoir une rentabilité, quoi. Donc rentabilité en santé, c'est assez difficile. Donc on est dans des situations où si aujourd'hui il y avait un Bataclan à Marseille, enfin une catastrophe du Bataclan, on ne pourrait pas hospitaliser les gens à Marseille. Donc voilà. Donc alors on ne peut pas non plus dire toujours il faut prévoir une catastrophe qui n'est pas prévisible, hein, parce que mais c'est le principe même du système de soins. On doit pouvoir ouvrir, avoir la possibilité de ça. Alors pas de façon impossible s'il y avait, je sais pas, une bombe atomique, des choses qui ne sont pas prévisibles. Mais honnêtement, un accident où il y a 200 personnes qui sont impliquées, on devrait pouvoir les faire. On ne pourrait pas le faire aujourd'hui à Marseille, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Mais pour moi, ça pose un peu de questions. Ça pose la question de... Enfin, en plus, peut-être pas pour le VIH, mais pour le Covid, où on sait qu'il y a eu... c'est pas la première épidémie de ce genre de virus, qu'il y a eu déjà un SARS-CoV, je ne sais pas combien, une épidémie en Chine. Oui, SARS-CoV-1, le MERS, Ebola, bien sûr. On sait que tous les plans de financement de la recherche publique ont été coupés, et que pendant 10 ans, en fait, on aurait pu rechercher et anticiper ce genre de pandémie et comment soigner ce virus-là. Mais que du coup, les chercheurs n'avaient pas les moyens de continuer nos recherches, les chercheuses. Et pareil pour pareil pour l'hôpital public. Du coup, on arrive à une pandémie, une épidémie, au moment où l'hôpital public était attaqué très fort et ne peut pas survivre à ça. Enfin, donc, du coup, il y a la question des moyens de production, de soins et de recherche dont on n'a pas la main dessus parce qu'on est dans une société, parce que tout est capitalisé, quoi. Et l'autre question, c'est justement comment mobiliser ensemble les soignantes et la population. Je sais pas, il y a des moments où on essaie de faire des manifs devant les hôpitaux, on se sent super seul. Enfin, il y a comme un truc où parce que en plus c'est complexe, parce que les soignants sont débordés, donc comment est-ce que les faut bien qu'ils soignent, et puis donc voilà, et du coup ça demande des espèces de campagne de comment on mobilise les gens pour les moyens d'action, quoi. Tout à fait. Faut faire, moi, si je peux réagir d'abord sur la première question, tu poses exactement la vraie question, et en même temps, quand on dit on ne s'est pas préparé ni rien, moi, si vous voulez, la prochaine fois, on pourra faire un truc sur les vaccins. Parce que s'il y a un pays qui s'est préparé et qui s'est mobilisé, c'est les États-Unis. Ils se sont mobilisés depuis 2001, 2006, ils ont eu une vraie politique de préparation et de réponse à la lutte contre les pandémies. Seulement les Américains, ils sont sur un modèle, effectivement il y a beaucoup d'investissements en matière de recherche publique, mais ils sont sur un modèle très propriétariste et très orienté vers le nationalisme et l'intérêt des firmes privées. Ce qui, résultat des courses, ils ont été les premiers effectivement à développer des vaccins et à promouvoir les vaccins, pas forcément les vaccins américains, mais ils ont financé, soutenu AstraZeneca, et ils ont aussi donné de l'argent à Sanofi qui est en train de licencier de en masse en ce moment ici là.
Et résultat des courses, on se retrouve à avoir affaire à un modèle américain qui, bien sûr, est complètement exemple en termes de services publics hospitaliers, où ça n'existe même pas, mais par contre, ils ont réussi à développer des produits de santé, mais qui n'ont pas pour vocation à être dans une dimension de solidarité et d'accès global, mais qui est dans une dimension de, on favorise les firmes multinationales en leur laissant un pouvoir énorme avec la propriété intellectuelle, et on favorise notre population. Résultat des courses, on se retrouve dans une situation complètement inégalitaire, où la majorité des pays de la planète n'ont pas accès au vaccin. Donc c'est aujourd'hui, si vous avez bien entendu parler, tout ce mouvement autour de il faut libérer les vaccins des brevets, si vous en avez probablement entendu parler. Et moi j'ai l'impression qu'autour de ça, malgré tout, il est en train de s'organiser une espèce de solidarité internationale et d'un mouvement international qui peut donner, qui peut ensuite être cumulatif avec ce qui se passe aussi avec les hôpitaux publics. Donc la réponse de comment on se mobilise et tout ça, elle n'est pas évidente, mais peut-être que là on est en train d'essayer d'ébaucher des choses, il faut réfléchir ensemble comment on peut faire, et petit à petit, parce qu'ici, c'est pour ça que je vous proposais que la prochaine séance, moi j'en sais rien, parce que finalement quand on voit qu'il y a très peu de soignants qui viennent, et en même temps c'est en semaine, donc c'est pas facile. Donc éventuellement voir comment les différents collectifs, les vôtres, parce qu'on aimerait bien vous entendre aussi, quoi, comment vous travaillez, ce que vous revendiquez, tout, il y a plein de choses de bons à faire. Comment on peut mettre ensemble les différents collectifs et voir comment on peut progressivement faire monter en puissance la mobilisation, et sur quoi aussi. Parce que moi, comme je vous dis une fois de plus, moi j'adore le CIH, machin truc, mais je ne suis pas là pour dire vous êtes fort, je suis derrière vous et c'est tout. Non, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on a monté les ateliers pour la refondation du service hospitalier, c'est de réfléchir ensemble. Voilà. Donc, je ne sais pas mais ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Mais peut-être qu'on pourrait garder le temps qui reste à réfléchir à comment on peut faire, je ne sais pas, sauf si vous avez... Moi, juste pour rebondir, c'était sur, on parlait de la rentabilité du service public hospitalier, donc il fallait remplir les, je vous disais ça, donc il fallait remplir les chambres, il y avait un truc, il fallait, attendre. Voilà, tout à l'heure, on avait une discussion sur les structures culturelles, notamment les CDL, voilà, et on parlait du Merlan avec Eddy, et Eddy qui disait que, par exemple, on parlait de, pouvoir qu'avait par exemple l'institution culturelle ou Eddy sur le territoire dans les quartiers nord, c'est comment ils pouvaient, la puissance qu'ils avaient de pouvoir agir avec les populations locales, enfin avec la population sur le territoire et cette chose-là. Et dans le cahier des charges en fait du théâtre, il y a la chose où en fait ils n'ont pas le temps de prendre le temps avec la population parce qu'ils doivent remplir les salles, ils doivent faire du spectacle, remplir la salle, et en fait ils n'ont pas le temps de. Mais en fait c'est qu'il y a des structures qui. La construction idéologique du système hospitalier ou culturel, en fait, elle est la même parce qu'elle est sous-tendue par une idéologie qui est celle, je pense, capitaliste en soi, et c'est des structures qui régit aussi le monde du salariat, qui a à voir aussi avec tout le système de pression, la crise écologique et tout ça. En fait, on se rend compte un peu que on est tous dans le même bain parce qu'il y a une idéologie qui les précède et qui a structuré justement des mondes sociaux et des architectures publiques ou sociales. Et peut-être c'est aussi par là qu'on va rentrer dans un système commun qui en fait pourquoi et comment sont structurées les choses et comment elles sont quel est le parallèle entre ces structures, et qu'on se rend compte qu'en fait même en regardant juste les structures sans regarder de quoi elles parlent, que ce soit hospitalier, culturel, ça ne veut pas, on se rend compte qu'en fait c'est une même idéologie qui traverse qui sous-tend toutes ces structures-là et qui les sous-tend à la rentabilité, qui les sous-tend au profit, qui parle d'argent, qui place les gens et les individus dans certaines dispositions individuellement, et peut-être on peut réfléchir à ça aussi, à comment, quels sont les points communs entre les structures et quels sont les lois et qu'est-ce qui sous-tend, quels sont les points communs. Mais c'est le lien qui existe entre le financeur et celui qui va agir. Et à partir du moment où on a une structure qui est financée, par l'État ou par une municipalité, ou par ça devient compliqué. Donc il faut essayer d'être indépendant. Ce qui est très compliqué, parce que moi j'étais directeur de aide longtemps. Quand on arrive à être indépendant, ça veut dire qu'on arrive à avoir des fonds privés, grosso modo, où le privé ne t'impose rien.
ce qui est déjà pas mal. Tu es comme Macron pour supprimer le service public Non, hospitalier. j'explique le truc. C'est que c'est le seul moyen, parce que si le théâtre il était équilibré, parce qu'avec ses adhérents, etc., il n'aurait pas, et ça serait suffisant, cette rentrée et les représentations, il n'aurait pas à se dire il faut que je réponde avec mon rapport d'activité trimestriel et mon bilan financier, que c'est bien équilibré, etc. Dans ce qu'on a fait nous à Aide, moi j'avais été arrivé un nouveau financeur qui a été créé, qui est une structure associative, il s'appelle SIDAction tout simplement, et au tout début quand j'étais directeur, quand il fallait proposer un projet, il fallait remplir et c'était évalué par 15 personnes, et ça mettait 6 mois, et éventuellement tu avais le 10e de ce que tu avais demandé, alors que quand moi je demandais à la DAS ici à l'époque, je téléphonais, il me faut 100 000 francs, je parlais en francs, excusez-moi, parce que c'était le truc de l'époque, la monnaie de l'époque, et par fax, grosso modo, on avait. Donc moi je voulais l'indépendance, c'est de dire que c'est nous qui décidons de nos priorités. Parce qu'effectivement, à un moment donné, si on commence à dire la priorité, c'est celui qui paye, qui choisit, ça devient compliqué. Donc, à la fois, je ne suis pas pour dire, effectivement, il faut que le système de santé il soit indépendant, mais il faut qu'il puisse être autonome, c'est-à-dire qu'il puisse se gérer d'une façon où ce n'est pas le comptable qui dit le nombre de lits qu'il doit y avoir. En démocratie, celui qui paye, c'est le citoyen, en théorie. Enfin, si on reprend à la base, moi je paye les impôts, je paye les cotisations qui vont dans les caisses. Donc je suis censée pouvoir aller au théâtre ou à l'hôpital sans m'arracher une jambe et le problème il revient là. Pourquoi est-ce qu'on donne du pouvoir à des gens et de l'argent à des caisses et que c'est ce pouvoir-là qui engendre ce lien dominant-dominé alors même que... Certes. Mais pourquoi aussi on est appelé 2 fois par jour, ou 10 fois par jour au téléphone comment vous pouvez faire pour réduire vos impôts? Moi, j'aime bien payer d'impôts. Le pauvre fille ou le pauvre garçon au téléphone, on dit j'ai un fou au bout du fil. Je dis, les impôts, c'est notre santé, c'est notre éducation, c'est nos rues, etc. Et tout le monde, beaucoup de gens font le maximum pour essayer de réduire les impôts. Je veux dire. Donc, on ne peut pas à la fois réduire les impôts, avoir plus de services publics. Donc, tous les gouvernants qui se succèdent à l'actuel disent nous, on va diminuer les impôts. Ah, super! J'ai vécu 3 ans en Grande-Bretagne, j'avais la personne qui était à l'accueil au téléphone qui payait 0 d'impôts. Et donc, dit, à l'époque, c'était John Major qui succédait avec Margaret Thatcher. Donc, ça aussi, c'est un peu vieux. Et il dit mais moi, je vais voter John Major. On dit mais pourquoi tu vas voter John Major? Parce que John Major, il va diminuer les impôts. On dit mais tu n'en payes pas? C'est un principe. Non, mais c'est là qu'on voit que l'empreinte de l'idéologie, elle est très puissante. Bon, mais je ne sais pas, Mais je me dis que plein de ces questions-là, je pense que naissent du fait que je crois que les citoyens ou les gens, parce que peut-être qu'ils ne sont pas citoyens, comment dire, les gens ne comprennent pas la politique, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on dit je suis citoyenne, ou j'ai l'impression que déjà il faudrait qu'on fasse, je ne sais pas si des ateliers encore, mais en tout cas s'emparer de qu'est-ce que c'est la vie politique et l'activité. C'est quoi concrètement, parce que tu vois, quand tu viens de dire ce truc des impôts, moi ça me semble normal et logique, mais parce que dans ma famille, on a toujours parlé de ça. Mon père, il est médecin aussi, mais à fond pour la santé publique et tout ça. Et ça me semble normal, mais je me dis, quelqu'un... je sais pas la réalité des autres gens, mais je me dis que si on est là à parler à chaque fois de ça, de devoir expliquer à nouveau pourquoi les impôts, c'est quoi les différents systèmes et tout ça. Si tu payes moins d'impôts, il faudrait que tu payes plus de ta poche, mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça? Je me dis que la base commune, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est la citoyenneté, on ne sait pas ce que c'est la politique. Il faut refaire politique au sens vrai du temps. C'est-à-dire se réapproprier les sujets qui concernent la cité et la communauté. Il faut voir le pourcentage de participation aux élections. Non mais même. C'est le premier niveau. Là, pas forcément, parce que je dirais du coup, parce que effectivement, certains limitent la démocratie au vote, alors que bien sûr... Non, mais déjà, c'est tout sauf là, ça se passe la démocratie. Et deuxièmement, c'est vrai que quand même, l'abstention est devenue aussi une expression politique. Donc, mais bon... Tu es optimiste. Moi, je suis
j'ai besoin d'antidépresseurs, je pense, parce que je suis optimiste quand si tu penses ça. Je pense qu'il y en a qui s'en foutent, quoi. Enfin, il y a une partie. Mais ils s'en foutent parce que c'est ce que tu disais. C'est pas une revendication politique. C'est bien ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de conscience politique, ou très peu, quoi. Effectivement, les gens sont déconnectés de la politique, et pour eux, la politique, ça fait que il y a une scission énorme, une rupture énorme entre les gens et ceux qui ont le pouvoir. Et puis il y a une mauvaise image. C'est facile de dire les politiques sont tous pourris, c'est ce qui se dit, honnêtement. On a un homme politique, ça tombe bien. Mais là, c'est ce qui est dit, c'est facile de dire ça. Alors, on a de moins. Ce qui se désintéresse de la politique, c'est qu'on a désintéressé les gens de la politique, qui est un autre problème, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre le pouvoir de l'importance de la gouvernance quand on a un désintérêt de la petite population qu'on civilise et dont on n'écoute pas. Et moins elle est écoutée, plus c'est facile. Enfin, c'est l'adage connu du laisser les petits taper entre eux, les grands régneront tranquillement, quoi. C'est un peu bateau, mais finalement assez délicat. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a énormément d'actions qui se passent, qui se passent partout dans les quartiers, et en même temps, l'idée, c'est quand même comment on fait à regrouper, à tisser des liens entre les différentes initiatives. Dans les quartiers populaires, il se passe énormément de choses, notamment à Marseille, c'est foisonnant. Et donc, l'idée, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait une vraie rencontre. Mais parce que moi, les gens sont pas citoyens, en tout cas, les gens, ils s'en foutent pas de leur existence et de ce qui se passe, ils sont très au fait et très au courant. Enfin, les gens, c'est une espèce de masse, c'est pas comment on appelle les gens, ils sont très au courant de ce qui se passe. Enfin, et après, par rapport à l'histoire du vote, la classe politique, enfin, cette chose, il y a quand même une histoire, il y a une légitimité déjà, je pense que l'abstention est une vraie expression politique et qu'il y a une légitimité à se désintéresser de ce qui se passe parce que, enfin, je sais pas, peut-être depuis là. En fait, tout n'est qu'une histoire de trahison plus ou moins voulue des gens qu'on a élus. Enfin, je veux dire, c'est normal. Il y a quand même une incapacité du personnel politique, des personnes qui prétendent se faire élire et changer les choses par le biais d'un contrôle, par le biais de l'accès au pouvoir. Macron, il applique son programme. Personne n'applique aussi bien que lui. Je pense que soit il y a une trahison, soit il y a une impossibilité à mettre en place des programmes, parce qu'en fait, il y a quand même des forces politiques en face qui sont très, très, très dures. Bon, on peut prendre, je ne sais pas, prenons l'exemple de la Grèce, de Syriza, qui a été peut-être un des gros espoirs de changer les choses par un accès au Parlement, au pouvoir politique traditionnel, enfin, je ne sais pas, en fait, il y a quelque chose où ils se sont fait, mis à part... ils se sont fait démonter en fait. Enfin, il y a ce qu'on appelle un triumvirat qui est Banque Centrale Européenne, État allemand, français, FMI, enfin je sais plus. La Troïka en fait. La Troïka, qui a mis à bas cette possibilité. Donc du coup, il y a un moment donné où tout le monde sent ça. Et c'est aussi ça la perte de confiance. C'est-à-dire que. Enfin voilà, donc du coup après, effectivement qu'il y a des volontés de ne plus perdre de temps avec ça. Voilà, ça ne se discute pas, mais dans la mesure où toutes les personnes à différents degrés croulent sous un tas de problèmes déjà, sociaux, économiques, communautaires, cette société est saturée de rapports de domination, et donc du coup il y a comme quelque chose où il est là la difficulté à se mobiliser, et après aujourd'hui, et d'autant plus en ce moment où il y a une crise sanitaire qui nous tombe dessus avec une répression qui est juste la seule réponse donnée quasiment, c'est la répression. Donc, du coup, en plus, mentalement, c'est très compliqué. Donc comment lier effectivement les comités de quartier, les collectifs de travail, tout un tas de choses. Ça, c'est la question, mais c'est ça la question. Mais elle est compliquée. Ouais, mais c'est bien il faut trouver un événement. Je ne sais pas, créer un événement, et en plus c'est du travail en fait, de se réveiller le matin, d'aller au comité de quartier de la Belle de Mai, de parler de ça, pour faire le lien avec la grille occupée, pour aller voir le CIH, pour se dire, convaincre les gens que peut-être faire un gros événement où on échange et toutes les choses, c'est beaucoup de travail. Et donc, moi, je veux dire, c'est pas pour, mais je veux dire, moi je trouve que
le 3 et 4 juillet, là, ces ateliers pour la refondation du service public hospitalier, ça peut être un moment où autour, parce que bien évidemment, il n'y a pas tout ce qui va se dire autour de... Mais autour, ça peut être un moment de rencontre important. C'est-à-dire que ça peut être l'occasion pour créer des ateliers autour, des rencontres... Enfin, moi, je trouverais que ça peut valoir le coup, puisqu'il y a une date fixée à Marseille, pourquoi pas s'en servir, quoi. Je ne sais pas, c'est à réfléchir. Ça peut être, dans le cadre de ce qu'on est en train de faire là, en élargissant et tout ça, ça peut être... Et en essaimant, ça peut être, je ne sais pas, hein, mais ça peut être une occasion. Après, puisqu'en plus, au cœur, c'est l'hôpital public. Donc on peut greffer la culture, on peut tout à fait. Et dans cette question-là, c'est un peu convergence des luttes dont on parle depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de comment en fait rattraper une synergie autour de... C'est ce que tu disais, que le système, enfin, le monde social est saturé d'oppression. Et il y a des gens qui pensent, des questions qui reviennent, des sociologues qui se pensent, et notamment il y a Frédéric Lordon, qu'à la fin de l'entretien sur Mediapart, et c'est une question qui traverse, c'est une notion qui traverse. Et il parle de ça, en fait, il parle du principe que dans le monde social, qui est saturé d'oppression, certains mondes sociaux sont saturés d'une impression, enfin, il y a une oppression qui sature les autres. Par exemple, si on prend l'univers des quartiers populaires, la violence policière, c'est une oppression qui sature le monde social de ces populations-là, mais qui, sous-jacent à ce système d'oppression, il y a un système d'oppression patriarcale, il y a un système d'oppression capitaliste, il y a un système d'oppression sexiste, enfin, mais leur système d'oppression est saturé par l'oppression policière et l'oppression... Voilà. Et alors, comme par exemple les luttes féministes sont saturées d'une oppression patriarcale, mais sous-jacente à d'autres systèmes d'oppression. Mais en fait, c'est vraiment... Lordon parle de ça, il dit comment en fait, à partir du postulat qu'il y a une égalité des luttes, que toutes les luttes se valent, qu'elles soient écologiques, féministes, salariales, toutes les luttes se valent, mais comment en fait, c'est comment en fait trouver un ennemi commun à toutes ces luttes-là. On ne peut pas juste se rassembler et dire que toutes les luttes se valent dans leur lieu séparé. Et je pense, comme on parle de ces structures-là qui sont avancées sur une domination capitaliste, je pense que, en tout cas, la société actuelle est structurée par le capitalisme, comment ce système idéologique-là structure et est structurant. Et je pense que c'est peut-être D'accord, moi je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, on peut être d'accord avec ça, mais je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut. Bien sûr, parce qu'on peut tous se retrouver, convergence des luttes, à dire abat le capitalisme, machin, truc, machin, ok, bon, ça je pense qu'on a à peu près tous compris. Mais par contre, moi je trouve que l'enjeu, c'est ça qui est le plus difficile, c'est, d'accord, mais quelle société on veut? Quel hôpital public on veut? Quel théâtre on veut? Quelle école on veut? Voilà. Et donc je pense que c'est ça qui peut vraiment avoir un véritable pouvoir. C'est-à-dire que les citoyens, la citoyenneté, c'est quelle vie on veut. Voilà. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut maintenant, c'est-à-dire faire des propositions, être force de proposition, et se battre pour que ça, comme effectivement dans la lutte pour le VIH, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous on ne va pas crever comme ça demain, mais nous on prend notre avenir en main et on y va. Et si je peux choquer. Je pense qu'il faut, surtout, c'est le vocabulaire qui va compter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je le vois parce que j'assiste à beaucoup de collectifs, de regroupements, etc. Soit on se parle entre nous, et ceux qui ont réussi à rassembler du monde, c'est pas des bons exemples là, que je vais vous donner, que vous pouvez imaginer, mais ceux qui ont rassemblé beaucoup de foules, ils utilisaient peu de mots et étaient compris de tout le monde. Hein. Donc je ne veux pas faire un dessin ni de signes, mais la réalité c'est quand Fabienne dit on ne veut pas mourir, on ne veut pas crever, tout le monde comprend. Hein, je veux dire, donc il y a des mots, des vocabulaires qui doivent rassembler et qui doivent parler à tout le monde. Si on se parle de chercheur à chercheur, de médecin à médecin, de comédien à comédien, ça ne marchera pas parce que la majorité de la population, elle n'est ni chercheur, ni médecin, ni comédien, elle est tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, qui vit avec ses difficultés parce que la crotte du chien qui n'a pas été ramassée par la ville, je caricature aussi. Il faut pouvoir parler à tout le monde, être compris de tout le monde, entendu de tout le monde et sortir. Et on le vit, nous, dans notre collectif. Dès qu'il y a 2 psychiatres, ils font 4 associations et ils nous prennent la moitié du temps. Mais c'est la réalité. Et je comprends que la psychiatrie est tellement délaissée dans ce pays que dès qu'on parle de santé ou de démocratie sanitaire, ça l'emporte. Et moi, je me dis, bon, c'est intéressant, mais 2 heures que sur la psychiatrie, je trouve que c'est pas très équilibré. Donc, il faut arriver à sortir de nos propres intérêts
Mais on le voit dans le corona, hein. Si vous mettez un infectiologue qui dit il faut fermer, il faut tout bloquer, vous mettez un restaurateur, il faut tout ouvrir, vous mettez on fait comment? Donc la réalité c'est qu'il y a un virus, comment on fait pour que tous ensemble on ait une bonne stratégie pour pouvoir le bloquer et que ça profite à tout le monde sans que ça soit néfaste à qui que ce soit. C'est un peu compliqué, mais on pourrait y arriver. C'est pour ça qu'il faut bien cibler, entre guillemets. Vous avez vu, j'ai pas parlé de psychiatrie. Je veux dire, justement, on n'a pas. Pas du tout. Je pense qu'on ne peut pas nier quand même que momentanément, provisoirement, et ça ne va pas durer, mais pour l'instant, le capitalisme a gagné. Je veux dire, et l'individualisme qu'on constate, c'est ce qui est promu par le capitalisme. Je veux dire, avec le winner, il n'y a que lui qui peut exister, etc. Je veux dire, et donc ça laisse des traces quand même. Hein. Parce que là, quand même, par rapport à la psychiatrie, je veux dire, où j'ai plein de collectifs effectivement qui sont créés, c'est incroyable. Moi, j'appartiens à un syndicat où on est très, très peu nombreux, je veux dire. Mais déjà, pour parler aux voisins, c'est compliqué, quoi. Je veux dire. Et c'est vrai que tout l'enjeu, il est là. On a essayé de faire... Moi, j'arrête pas de dire qu'il faut quand même essayer d'élargir. Mais la volonté, ça ne suffit pas, quoi, je veux dire, parce que c'est hyper compliqué. Je crois que le premier mot d'ordre, à mon avis, ça serait de se dire que l'autre, c'est pas un danger, c'est une aubaine. Je veux dire, et que le besoin de l'autre, qu'une société, et ça, le Covid, ça l'a bien révélé quand même. Hein. Je veux dire que ben, si on est tout seul enfermé dans son confinement, on meurt, quoi. Hein. L'être, il est social, quoi. Et ça, on peut espérer, mais c'est pas sûr, parce que comme il y a quand même quelques années de néolibéralisme, de capitalisme forcené, avoir le souci de l'autre, c'est pas forcément... bon, mais quand même, là, on a vu quand même là où ça nous a mené, je veux dire, donc on peut se dire que, voilà, enfin, en tous les cas, c'est un espoir, et moi c'est pour ça que je suis là, et je veux dire, c'est effectivement de trouver, alors effectivement, peut-être le 3 ou 4 juillet, à l'occasion de ça, un événement, mais c'est pour rassembler les gens, quoi. Je veux dire, alors après, il faut faire attention aux mots. Hein, il ne va pas promouvoir le rassemblement. Je veux dire, il faut savoir qu'on dit Rassemblement national après, non? C'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Et moi, ce que je voulais ajouter à ça, c'est par rapport au fait qu'on dise ok, le capitalisme a gagné, et ce truc-là de faudrait trouver une phrase courte qui rassemble tout le monde. Moi, ça me fait un peu peur parce que justement, c'est des techniques de marketing et de merchandising. Et en même temps, c'est chouette de pouvoir essayer de rassembler tout le monde avec une petite phrase, etc. Mais en même temps, je pense que les choses sont complexes et que dans cette société, on a tendance à tout lisser, à tout policer bien comme il faut. Et que justement, si on veut rassembler, il s'agirait d'inventer de nouveaux langages pour essayer de rassembler et d'essayer de complexifier un peu l'avancée, parce qu'on nous prend un peu pour des cons, désolé pour comment je m'exprime, mais c'est comme ça. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on alimente la bêtise parce qu'on va essayer d'aller tout choper en essentialisant les choses, en les simplifiant. Et en fait, voilà, donc je pense que si il y avait cette convergence des luttes-là, au contraire, et qu'on soit d'accord sur le fait ok, il y a une société capitaliste, comment on pourrait rassembler autrement, aussi par d'autres moyens, techniques de langage, et puis en assumant la complexité de ce que c'est et de dire ok c'est complexe mais on va y arriver ensemble quoi. Et de ne pas essayer de foutre ça sur le côté quoi. Je persiste parce que je suis paysan, donc du coup j'ai pas honte à dire que si je m'exprime simplement c'est parce que je suis pas un intello mais que je pense que si on peut exprimer quelque chose de complexe de façon simple, c'est ça que je veux dire. Ah oui d'accord, oui d'accord. C'est pas de nivellement par bas, c'est qu'on n'est pas obligé. Moi, j'ai des amis qu'on voit à la télé. Je prends l'exemple de Jean-Daniel Lelièvre, qui était immunologiste, qui est le premier de sa classe, qui est un mec très très sympa. Mais dès qu'il commence à parler, tout le monde s'endort. Donc, il est très précis, il est très juste. Et ce qu'il va dire, c'est vrai, sauf que personne ne l'aura compris. Donc, ça n'a aucun intérêt que ce soit vrai. Et d'autres ne vont pas s'empêcher de faire quelque chose de faux, du buzz, qui sera compris par tout le monde. Et ça, on l'aura compris. Donc, je pense que l'intérêt, c'est de bien dire ce qu'on veut dire pour que ce soit compris par tout le monde. Et quand je dis compris par tout le monde, c'est pas qu'on dise bah, c'est pas ça. C'est que le vaccin, il est efficace sur tel truc, etc. Et ça, les gens peuvent comprendre. On n'est pas obligé de dire que c'est la souche B147XZ qui va fonctionner. Parce que là, on a perdu 50% de la population. Donc, quand je dis ça, c'est pas de parler à des gens parce qu'ils sont bêtes. Ils sont pas bêtes. Il
ils sont chacun à son niveau, et on doit leur expliquer simplement pour qu'ils puissent comprendre la complexité des choses, mais qu'ils puissent aussi reporter. Sinon, la simplicité, c'est de rapporter ce qu'on entend sur BFM. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas ça, c'est que pour reprendre mes propos, mais c'est vraiment d'essayer de ne pas tomber dans un piège de contrer le capitalisme par le langage qu'on entend quotidiennement aussi. C'est comment on va... En tout cas, je suis très d'accord avec le fait d'essayer d'atteindre tout le monde, ça c'est sûr, et qu'on peut expliquer quelque chose de très simplement, quelque chose de complexe. Mais c'est plutôt dans la recherche de comment communiquer, ça me fait penser aux bonnes communications de la criée aussi, mais de vraiment trouver des autres formes de langage et d'essayer de détourner, de contourner ce truc-là dans lequel on est tombé. Oui, c'est ça, sur le côté à la limite, je pense que quand tu parles contre nous, on se comprend, capitalisme, et encore pas sûr, ok, mais ce sont des mots complètement désincarnés pour la plupart des gens. Et si tu arrives d'entrer anticapitalisme machin, tu vas braquer la plupart des gens et c'est terminé. Tu vois? Donc tout dépend de ce que tu veux. De quoi on a envie? On a envie de se retrouver, on a envie de recréer du lien, on a envie de refaire société, de refaire rien, on a envie de recréer du désir. Voilà, et je pense que c'est ça en fait. On n'est pas obligé tout de suite d'employer des grands mots. Moi, tu vois ce que je veux dire? on n'est pas obligé d'être en compte, mais ce que je veux dire, c'est plutôt dans le souci de comment nous, vers où on va se diriger. Mais effectivement, je pense que c'est bien ce que tu évoquais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on a envie en fait, et d'arriver à trouver ce truc de concret et d'ouvert et de possible, et plutôt que d'aller dans le contre. Et en même temps, par quel moyen, par quel bout on va s'accrocher. Oui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut. Et peut-être ça montera petit à petit ou ça réussira pas, j'en sais rien, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que les gens, parce qu'après il y a des gens qui savent parler, d'autres qui ne savent pas parler, qui ont peur de parler, qui ont peur de s'exprimer. Donc c'est toujours ça. Et donc c'est créer aussi des lieux qui soient comme celui-ci, mais bon, d'autres, propices aussi à l'échange. Là on voit bien, c'est toujours les mêmes qui ont parlé. C'est compliqué quand même tout ça. Et donc, et au fond, faire émerger quelque chose qui soit du désir commun et petit à petit. On ne va pas avoir des propositions toutes faites, on n'est pas là pour faire un programme politique, mais c'est bien ça l'enjeu quand même aussi. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais je pense que si on voulait refaire une séance, parce que alors, bon, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Parce que vous voyez, c'est un peu compliqué. Comment vous... C'est bien ça. on fait le lien entre nous, c'est ce qu'on sait. Parce qu'on peut aussi, par exemple, à la place du directeur de l'établissement public de santé, est-ce que je ferais? Est-ce qu'on est capable, parce qu'on sait dire que ce qu'ils font, ça ne va pas. Du coup, à leur place, qu'est-ce que ça ferait? Peut-être prendre leur place aussi, leur dire Tu crois vraiment? Pas forcément. D'abord, c'est pas justement le propre problème du collectif interhôpitaux, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas la direction qui décide tout le temps. Donc déjà, les soignants ont à dire des choses sur comment ils aimeraient que ce soit à l'hôpital plutôt que ce soit le directeur d'hôpital et l'ARS et qui décident à leur place. Donc déjà, c'est aussi intéressant à savoir ce qu'ils ont à dire de comment ils aimeraient que l'hôpital fonctionne. Eux, déjà, les soignants, les paramédicaux, les brancardiers, tous les gens qui travaillent à l'hôpital. Déjà, ce serait intéressant de savoir ce qu'ils ont à dire. Avant que nous, déjà. Vous, dans le monde du spectacle, vous êtes divers, vous êtes au pluriel, vous faites différents métiers. Comment vous envisagez les choses? Ça aussi, c'est intéressant aussi de savoir. Comment vous envisagerez les choses différemment, qu'est-ce que vous revendiquez, il y a plein de choses. Alors moi j'étais en contact, je ne sais pas si vous les connaissez, là, ils ont créé le Festival Off d'Avignon, ils ont créé des états généraux du Festival Off, c'est des gens qui ont décidé de complètement refonder le Off, en fait, qui se battent contre le Off tel qu'il est construit aujourd'hui et qui veulent faire du Off quelque chose de beaucoup plus démocratique. Le Off, c'est ça. Non, mais refaire complètement un Off basé justement sur une gouvernance collective, avec les habitants, bref, tout un truc. Vous en avez pas entendu parler? Donc, c'est aussi des lieux intéressants, il y a plein de choses qui se passent aussi, donc c'est... Après, c'est un peu, j'ai l'impression, il y a deux choses. La première, c'est une décision collective de qu'est-ce que nous, en étant ici maintenant, on a envie de faire et de quoi on a envie de se parler, je crois, vraiment très bêtement. Et en tout cas, j'ai la sensation que c'est un temps dont on
besoin, ou en tout cas qui a l'air d'être pertinent. Et après, moi, je me pose la question de l'action et de cette question qu'on se pose sur la mobilisation et sur la vulgarisation. Je ne sais pas du tout si c'est le bon mot, mais en tout cas, le fait de faire corps publiquement. Et donc, voilà, nous, on se pose des questions tous les jours sur comment être visible, sur comment pouvoir dialoguer avec les gens sur ce qui est en train de se passer par rapport aux droits sociaux et tout ça. Et peut-être que, je ne sais pas si ça doit rentrer dans le cadre du même atelier, mais j'ai l'impression que c'est un peu ces deux espaces dont on aurait peut-être besoin. En tout cas, moi, à titre individuel, c'est le cas. Vous parliez des vaccins, de comment ça fonctionne dans d'autres pays. Moi, je trouve ça hyper intéressant et ça permet aussi après d'avoir un peu des armes pour savoir de quoi on a envie quand on sait de quoi les choses sont faites. Et qu'on sait très peu, enfin moi personnellement, je sais assez peu de quoi les choses sont faites. Un atelier pour ça, et après, je sais pas, c'est réfléchir effectivement ensemble peut-être à l'action. Après, je sais pas, voilà, on a des journées de manifestation. Est-ce que c'est pas intéressant aussi qu'on se questionne à comment on va ensemble, vraiment ensemble, à ces journées de manifestation et comment on mobilise Et la question de comment après on fait le terme. Il y a quelque chose qui me trouve l'interpénétration entre les ateliers et puis vous, les acteurs, actrices, etc. Je trouve que moi, ça me fait penser à quelque chose qui est le théâtre d'Augusto Boal. Nous, on a beaucoup utilisé à Aide, parce qu'on a fait le théâtre de l'invisible, etc. Donc, et je trouve que ça fonctionne terriblement bien, toujours, 40 ans après ou 50 ans après. Et ça marche vraiment bien. Et je trouvais que peut-être il y avait quelque chose à faire. Donc c'était la place, comment on fait la révolution à travers du théâtre, en fait. Des jeux de rôle, les gens rejouent la pièce, etc. Et on avait fait ça dans le passé, dans le métro à Marseille, où il y avait de la discrimination. On faisait jouer des animateurs qui étaient de Aide et qui disaient « Toi, tu m'as contaminé, tu es séropo, etc. » entre Dromel et je me rends du Prado, et les gens étaient un peu tétanisés comme ça, mais comme c'est Marseille, au bout de 2 minutes, tout le monde commençait à parler, etc. Et quand on m'avait dit ça, au départ, ça marche, je dis oui, ça marche, bien sûr. Et je vais avec la personne de la RTM et puis l'animateur, et d'un seul coup, l'animateur qui est un peu dingue, commence à jouer. Et là, je suis, moi, tétanisé en me disant, mais il est licencié celui-là, je ne sais pas ce que je veux dire. Et en fait, d'un seul coup, les gens bougent et ils disent, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit, moi aussi, je suis séropo. Je me dis, il n'est pas chez nous, celui-là qui se dit. En fait, c'était vraiment quelqu'un qui était là et qui commence à participer. Donc, la place des comédiens et du théâtre dans la révolution, je mets plein de guillemets parce que ça pourrait faire peur, même si malheureusement, ça serait du bien. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être un élément du 3-4. Ça pourrait être pas mal, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, je sais pas, on pourrait imaginer des trucs comme ça aussi en ville, enfin je sais pas, mais sans prévoir les gens, c'est-à-dire que dans la salle, il pourrait y avoir des intervenants qui commencent à dire exactement le contraire, ou qu'est-ce qu'on peut faire. Non, mais se balader en ville, ou se balader en ville, alors ça c'est l'organisation. Non, parce que dans nos journées, c'est facile à gérer. Mais après, se balader dans la ville, après, il faut encadrer, toujours. Nous, on a toujours encadré après avec l'organisation de façon à ce que ça n'aille pas dans mon essence. Un jour, on est tombé sur un gars qui était du Front National, etc. Et ça a été un peu la galère. Heureusement qu'il y avait des gens qui géraient, parce que sinon, ça devient la chanlie, quoi. Il suffit qu'il y en ait un qui est bu ou qui soit un facho. Non, mais là, sur les thématiques hôpitales, culture, tu vois, c'est moins dangereux. Tout est dangereux de nos jours. Je suis un peu paranoïaque maintenant. Tout est dangereux, tu sais. Donc, je sais pas s'il faut prendre. Moi, ma proposition, ça serait ça. C'est peut-être pas du tout une bonne idée, j'en sais rien, mais de garder un temps d'atelier vraiment, d'échange, de savoir aussi avec des gens qui peuvent, comme ça, apporter du grain à moudre, et puis un temps plus de réflexion, d'action ensemble, je sais pas. Mais la question aussi des collectifs de quartier, elle est très intéressante, surtout à Marseille. Je parlais du 4-5 juillet, mais le 8 mai, il y a la DAR, qui est un centre social autogéré rue d'Aubagne, qui est très lié à la peine et tout ça, qui veut faire une journée une journée de nuit gratuite, et parce qu'il y a les barreaux du centre-ville qui sont liés qui ont leur base ici, et faire un truc sur la précarité, et notamment du coup qui peut nous contacter par l'assurance chômage, par la réforme de l'assurance chômage,
agricole et tout ça. Et ça, c'est un lieu qui est très dans le tissu plaine, d'art, les barbecues de la plaine, les sardinades, les choses et tout. Et j'ai l'impression que là, on éprouve ici, au bout d'un mois, la limite de notre monde est dans le bulle, on a du mal à sortir de la bulle. J'ai l'impression que les luttes des soignantes, c'est la même chose aussi. Enfin, il y a un truc où, voilà, la société est structurée comme ça, c'est comme ça qu'elle tient en ce moment. Enfin, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à résister parce qu'on n'arrive pas à franchir le bulle. Et du coup, d'avoir des ateliers aussi, que ce soit le 8 mai, que vous soyez là, ou à d'autres moments de le proposer à la DAR et d'en avoir des moments où on fait des barbecues à la plaine, des choses comme ça, avec les anards de la plaine et tout. Dans le 3e, le CHE3, le comité des habitants du 3e et tout ça, où c'est aussi qui sont en lien avec tout un tas de familles hyper précaires de la Belle de Mai. Voilà, franchement, je pense qu'il y a un informé comme ça. Mais là, je suis désolée, mais justement, moi, moi en tant que moi, un citoyen lambda, je serais vraiment partante. Mais ce que je peux, comme tu disais très bien, il y a des îlots, les gens ils ont leur culture, ils sont fermés par X et Y raisons entre eux. Et je sais très bien que le CIH, par exemple, le collectif interhôpitaux, ne va jamais aller, tu m'excuseras si tu me dis si je me trompe, ou certains vont venir, mais rien à voir avec le collectif en tant que tel, à Darlanifa, manger des sardines à la plaine et tout ça. Certains vont le faire. Pourquoi c'est ça, pourquoi? Parce que déjà, si tu veux, ils se revendiquent être malheureusement apolitiques. Deuxièmement, ils se revendiquent être uniquement dans leur lutte interhospitalière ici. Donc, le travail pour faire sortir les gens de l'hôpital, ça dépend lesquels. Une fois de plus, à un titre individuel, il y en a plein qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que nous, mais en termes de collectif, ils sont nous, notre truc, c'est l'hôpital public. Et on ne veut pas de convergence, on ne veut pas se mêler. Quand il y a eu le mouvement contre la réforme des retraites, mais peut-être que le CIH va changer, j'en sais rien, il était hors de question d'aller se mélanger avec la réforme des retraites, alors que le lien était évident. Donc, à mon avis, il faut trouver comment on fait avancer progressivement. Il y a des choses qui sont, il y a des choses qui ne sont pas possibles à tout de suite, tu vois. J'ai l'impression que médiatiquement, genre si je prends mon œil du grand public, quand je regarde la télé chez papa-maman, il y a eu après les manifestations post-confinement un grand appel des soignants à aller dans la rue et un retour qui a été la population elle a plus à 20h, mais elle s'en bat la rate, c'est de venir les soutenir quand on a vraiment besoin de gens, ne serait-ce qu'une manifestation dans la rue, ce qui ne peut pas non plus les et du coup, moi j'ai du mal à comprendre ça, c'est-à-dire j'ai du mal à comprendre. Oui, mais moi aussi. Mais tu veux dire quelque chose peut-être, parce que je ne voudrais pas. C'est difficile d'être représentant. C'est-à-dire, moi je ne suis pas non plus aussi. Je ne sais pas si je représente ce que pense le CIH à Marseille, quoi. Je veux dire, individuellement, il y en a qui viendront. Après, en tant que CIH, c'est vrai que jusqu'à présent, l'idée c'était l'hôpital, c'est ce qui peut rassembler tout le monde. Parce que bon, sans trahir de secret très fort, je veux dire, le monde hospitalier, au niveau des médecins, il n'est pas forcément à gauche militant, je veux dire. Bon, il y a la psychiatrie qui est un peu de ce côté-là, puis les autres, ils sont plutôt quand même, on va dire, même très sympas, mais un peu conservateurs, quoi. J'ai fait une formation de langue de diplomate. Monsieur est diplomate. Donc, voilà, c'est pas des révolutionnaires. Donc, mais ça ne veut pas dire quand même. Donc, l'idée c'était pour qu'il y ait cette unité, pour la conserver, c'était l'hôpital. Sous le signifiant hôpital, on disait tout à l'heure dans la communication, ça rassemblait tout le monde, quoi. Mais après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir rassemblé ce monde, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait de ce rassemblement, quoi. Parce que je veux dire, c'est vrai que quand on dit vous êtes pour l'hôpital, par quelques-uns, je ne sais pas qui. Est-ce qu'à un moment donné, on dit est-ce que vous êtes pour la qualité des soins, quoi. Je dis, a priori. Vous êtes pour le soleil. Voilà. Donc, après, c'est comment on le décline, quoi, public, privé, etc. Donc, le CIH, donc, je ne sais pas ce qu'il dirait là-dessus, mais à mon avis, il dirait non, on va perdre des gens, quoi. Ça va être c'est plus l'hôpital. Donc ça dépend de ce qui est proposé. C'est même pas c'est plus l'hôpital, c'est qu'effectivement le problème c'est que à l'hôpital effectivement il y a un problème. C'est pour ça que je prononçais ce mot d'apolitisme qui est complètement ubuesque. Pour moi c'est un truc quand tu dis apolitique, on sait ce que ça veut dire, quoi. Mais c'est parce que d'abord c'est très difficile de mobiliser au sein de l'hôpital, qu'ensuite arriver à mobiliser les médecins qui sont pour la plupart à droite, que c'est une réalité. Si tu commences à leur, tu vois, bon, c'est très compliqué. Donc
C'est pour ça que je proposais que la prochaine séance, on la fasse avec, comment je pensais, parce que vous, il était comme ça, tu vois, le problème, c'est qu'en plus, le problème, c'est qu'ils ont du mal à mobiliser au sein de l'hôpital, et que quand tu commences à leur dire qu'on va mobiliser, mais en dehors de l'hôpital et se joindre à d'autres luttes, alors là, il y a encore moins de monde. C'est ça le problème, c'est pour ça que je proposais qu'on essaye la prochaine fois de faire, dialoguer on va dire, les représentants de ces... mais toi, en fait, t'en entendais un représentant, mais t'es différent de Jean-Luc, qui va être différent. Enfin, oui. Je pensais faire venir Jean-Luc Joux, qui est celui qui représente la PHM dans le collectif interhôpitaux, parce que vous allez voir le discours qu'il va vous tenir. Service public aux hôpitaux de Marseille. Deux, trois questions après on s'en va. Enfin, moi je m'en vais. Moi, j'avais beaucoup de choses à vous proposer, mais en fait, j'attends un danseur avec qui je vais le proposer. Donc, je ne sais pas si je dois parler maintenant. Mais merci, c'était très intéressant comme si j'ai eu que la fin. Débat. On attend encore 5 minutes ou... Non, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. D'accord, ok. Comme ça, c'est Tu as des questions? Il y a plusieurs questions. Oui, non, mais en fait, moi, je voulais juste rebondir, en fait, donc, Étienne Chanté, militante de la Révolution future. Donc, en fait, là, ce que, du coup, moi, je voulais rebondir par rapport à le fait de la complexité, par rapport à l'idéologie de votre structure que je ne connais pas bien, enfin. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de préconiser à peu près, c'est que peut-être il y en a quelques-uns d'entre nous qui pourraient, du coup, les représentants, parce que du coup, je trouve que ça peut être très juste de partir de certains représentants qui aient des rencontres de ces représentants avec quelques-uns de nos représentants, aussi pour nous, ils représentent tous, mais en tout cas, le fait que peut-être en fait déjà discuter et partir pas de chacun d'essayer évidemment, mais de ne pas partir de lui sur l'histoire d'hôpital ou de notre histoire de la culture, mais déjà juste une rencontre très simple en fait et dire en fait qu'est-ce que toi ne te convient pas et en face on leur dit nous ce qu'on ne convient pas et en fait évidemment il y aura des trucs en commun évidemment. Et du coup, ces trucs en commun, est-ce que c'est pas là où l'action elle peut se faire? Et du coup, je pense qu'ici, tous les gens sont en capacité d'adaptation et aussi voilà, on a plein de trucs que je ne connais pas au milieu hospitalier, mais tu vois, je me vois, j'entends des trucs qui vont peut-être me parler, je me dis, ouais, ça fait partie de tout, parce que c'est d'abord un ensemble, c'est vraiment, comme vous disiez, monsieur, la communauté. Et donc, peut-être ça serait ça en fait, d'aller voir ce qui nous peut mettre en commun en fait et ce qu'on a envie de revendiquer ensemble en sortant un petit peu de notre zone de confort, de nos super connaissances et nos expertises pour ensuite mettre en avant ensemble en fait. Mais ça c'est l'idéal et c'est génial. Le problème c'est qu'il faut savoir un truc, l'axiome de base c'est le milieu médical est corporatiste. Mais corporatiste sérieux. Comment? Ah non, mais puissance 15. C'est-à-dire que, grosso modo, le meilleur moyen de faire vacciner des médecins, c'est de dire que c'est le pharmacien qui va vacciner. Donc, jusqu'à ce que les pharmaciens ne vaccinent pas, le médecin ne voulait pas vacciner. Dès que les pharmaciens ont pu vacciner, tous les médecins ont voulu vacciner. Donc, parce que ce n'est pas les pharmaciens qui doivent vacciner. Bon, je prends un exemple là du moment, mais ça a toujours été comme ça. Donc, et après, alors, du coup, les infirmières disent « Et nous, on ne vaccine pas alors ?» Donc, on ne s'en sort plus. Donc c'est un milieu extrêmement corporatiste, extrêmement en silo, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, c'est pas géré par une seule personne, mais les médecins sont gérés par des médecins, les infirmières sont des cadres d'infirmiers, les aides-soignants externes, donc personne ne se parle d'une façon normale comme dans la vie, donc c'est un milieu assez particulier. Donc leur préoccupation, c'est leur préoccupation. C'est-à-dire que, grosso modo, si on ne vient pas leur parler du service, du nombre de lits dans leur service, sorti de là, moi, le gars qui est SDF, je lui donne 2 €, ça va, c'est super, mais bon, après, on va pas passer à autre chose. Alors, là encore, je caricature, tous ne sont pas comme ça, et j'ai des amis, j'ai eu pas que des amis dans ma vie, j'ai eu aussi des amis qui ont fait des études avec moi, et qui restent. Mais la réalité, c'est que c'est ça, c'est un peu compliqué, et c'est l'idéal, c'est que vous prenez, c'est vraiment l'idéal. La difficulté, c'est de trouver
un niveau de langage qui puisse correspondre à tout le monde, et c'est ça qui est compliqué. C'est simple en fait. Non, c'est très compliqué. Moi, par exemple, je suis pas du tout soignante. Et les ateliers qu'on a faits, dont j'ai parlé plusieurs fois, l'atelier qui s'appelle l'atelier pour l'apprentissage du service public hospitalier, c'est exactement ça. Moi, je ne suis pas du tout dans ma zone de confort. Je passe mon temps à ne pas être dans ma zone de confort. Et l'idée, c'est de faire se rendre... Déjà, on a réussi à faire que des psychiatres, des anesthésistes réanimateurs, des infirmières psy, des infirmières pas psy, des chirurgiens se parlent. C'est énorme. Non mais c'est énorme. Et qu'on crée un langage commun et arrive à se comprendre, c'est-à-dire à la faire sortir de leur stylo pour qu'on puisse imaginer, pouvoir repenser ensemble un autre service public hospitalier. Je ne parle même pas de la place des patients, des usagers ici et là, n'en parlons pas. Donc, vous comprenez bien que c'est hyper compliqué. Donc, déjà, ça c'est compliqué. Donc, comment on fait pour sortir ensuite de la question de l'hôpital qui est lui-même compliqué Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas demain qu'ils vont venir manger des sardines à Terre-Manifas, c'est simplement parce que c'est une image, c'est une image. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les éviter. C'est vraiment des déplacements. Après, leur dire que vous ne venez pas. Oui. De confort, que si ça se fait pas, c'est aussi qu'il y a énormément d'a priori, de peur, de trucs, d'inconnus en fait. Et qu'à partir du moment où il y a des rapports sensibles, c'est un première prise de contact, une deuxième, et après ça peut grandir. On sait bien que là, on part de rien, c'est ça qui est genre. C'est pour ça notre époque assez stressant. C'est dommage que François Fanon soit pas là dans les hôpitaux. Enfin, non mais tu vois, c'est pour ça que je trouverais super bien, et c'est pour ça que j'insiste, parce que moi quand je pensais à Jean-Luc Jouve, c'est pas parce qu'il représente tout, c'est qu'il est tellement hermétique à ça, d'une manière générale, que si... Hein Jean-Luc Jouve. Mais il faut nous l'amener, Jean-Luc. Mais voilà. Non mais exactement. Il est très sympa en plus, hein, mais exactement. Il va dire, non mais il m'a déjà dit oui. Après il faut trouver une... Mais exactement, parce qu'il m'a dit, non mais je vais dire quoi? Oui. Tu racontes ton truc, et donc c'est dans le sensible que ça se joue. C'est que tant qu'il ne va pas vous rencontrer, parce que nous on partage tout ça, tant qu'il ne va pas vous rencontrer, mais quand il va vous rencontrer, il va se passer des trucs. En toi, il faut essayer. C'est pour ça que je proposais ça là. C'est pour ça que je proposais ça en fait. Oui, non mais c'est ça. Bon, finalement on arrive quoi. Mais c'est ça, c'est faire venir des gens qui sont pas avec Jean-Luc. Avec Jean-Luc, mais du coup, ça risque d'être pas forcément. Il faut que je lui demande quand on peut tout à fait changer l'horaire et reparler l'horaire ensemble. Je peux lui demander qu'est-ce que tu en penses. Parce que moi, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est pas. Il est ouvert, lui. Il est ouvert, mais par contre, il est sur des principes. Et je pense que le fait de rencontrer des gens qui soient. Il est ouvert, oui, en tant que personne, mais en tant que ce qui revendique mon CH et d'aller lutter avec d'autres, non. Si tu lui dis aller lutter avec d'autres, peut-être qu'il va te dire les rencontrer. Voilà, parce que même si là, par exemple, on dit que c'est la convergence des luttes, il y a un paquet de gens qui ne vont même pas venir, qui vont dire convergence des luttes, non, c'est encore des... Alors que peut-être c'est la même chose, je veux dire, se réunir, oui, se rencontrer. Donc l'idée, ce qu'on peut faire, c'est la prochaine fois, il vient, il est chirurgien orthopédiste pour enfants, il joue un grand rôle dans la mobilisation de l'hôpital public à Marseille. Donc il vient pour parler de son métier et de sa lutte dans l'hôpital public. Voilà. Et ensuite on verra bien comment ce qui se passe. D'accord, ça vous va comme ça hein? On peut continuer de se parler sur le groupe WhatsApp, ça marche. Voilà. Et comme ça, je vais lui demander des dates et on voit. Parce que moi, je pense que c'est aussi en faisant faire des gens qui ne sont pas forcément acculturés dès le départ. Je crois qu'il faut prendre du temps là. C'est-à-dire, on ne peut pas retisser un tissu complètement délabré, c'est-à-dire en 3 jours. Je crois que là, il faut retourner vers l'autre. Et sur le site des ateliers pour la refondation, vous avez vu, on a plusieurs témoignages. Et le dernier qui est en ligne, c'est le sien. Si vous voulez le lire, déjà, vous n'êtes pas obligé. Hein. En fait, il y a plein de témoignages intéressants, mais le sien, déjà, il est très